Et pour continuer le débrief de cette séance de questions au gouvernement sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Blanc. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains du Rhône et rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Nous allons en parler, bien sûr, lors de ce débrief. À côté de vous, Alain Marc, bonjour. Sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, vice-président du Sénat. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Temal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise, président délégué et porte-parole du groupe socialiste au Sénat. Tout d'abord, Étienne Blanc, votre réaction à la situation en Nouvelle-Calédonie, alors que l'on a appris lors de cette séance de questions au gouvernement la mort de ce gendarme, ce qui porte à 3 le bilan du nombre de décès à 17 000 km de Paris, dans cet archipel où on a vu une flambée de violence depuis 2 jours, une situation qualifiée d'insurrectionnelle par le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc. Alors, ce drame, il est peut-être aussi pour nous l'occasion d'inverser une sorte de courant de pensée que l'on connaît dans notre pays, qui est une contestation, je ne dis pas systématique, mais qui est une contestation quand même de l'uniforme. L'uniforme, il représente une autorité, et cette autorité, on souhaite l'affaiblir. Évidemment, ce gendarme fait le sacrifice de sa vie, les militaires prêtent serment de le faire, la République est évidemment bouleversée par cela, et je pense que c'est l'occasion de rappeler qu'il y a des militaires, des policiers, des agents de la pénitentiaire qui veillent sur notre sécurité, et que la première des choses que nous devons faire, le premier devoir, c'est de les protéger. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie, on ne pourra rien faire dans un climat de violence. Et à partir du moment où... il faut le retour au calme, c'est la priorité. C'est la priorité des priorités, d'où la demande qui a été faite par les Républicains. Et l'état d'urgence qui va être déclaré. Il est en place et je pense que ça va améliorer. Puis, troisièmement, j'étais heureux d'entendre Patrick Kanner, qui dit le système ancien, qui a une quarantaine d'années, sur un corps électoral figé, c'est une erreur. Un territoire, ça bouge, il y a des gens qui vont, qui viennent, et donc il faut évidemment dégeler ce corps électoral. Mais ce corps électoral, il est dégelé par une loi, et cette loi elle a été votée par les 2 assemblées. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au bout de cela, mais en même temps... Malgré les événements, parce que... Vous ne pouvez pas, dans une démocratie, dire le Parlement a voté, finalement on n'applique pas le texte. Rachid Temal, votre groupe demande la suspension du processus, dit que les choses ont été faites à l'envers, que normalement il y a d'abord l'accord au niveau local avant de porter la révision constitutionnelle. Que répondez-vous à Étienne Blanc ? D'abord, moi, je souhaite m'associer aux hommages et effectivement à la mémoire du gendarme qui, comme l'a dit mon collègue, a donné sa vie, qui ne méritait pas de mourir, et puis aussi les 2 autres personnes qui ont été tuées, et donc adresser toutes mes condoléances à la famille, aux collègues aussi du gendarme. Je pense que c'est important de le rappeler parce que quand vous êtes gendarme, effectivement, ou policier, vous vous engagez pour les autres, et je rappelle qu'ils risquent leur vie, et parfois ils le payent de leur vie, c'est comme on vient de le vivre. Il faut toujours le rappeler. Parce que ce n'est pas neutre dans un pays où quelqu'un qui représente l'autorité se fait tuer. Et donc je pense qu'il faut le dire et ne jamais cesser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a 2 façons d'aborder la Nouvelle-Calédonie. On peut se le dire, c'est une question technique, juridique. Il y a un texte qui est voté, il faut l'appliquer. Aussi, on peut peut-être élargir le spectre. Nous savons très bien que sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai même, moi, avec des collègues, fait un rapport sur l'Indo-Pacifique, notamment nous sommes rendus en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet que je suis depuis de nombreuses années. On sait d'où on vient. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce territoire-là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, est inscrit sur la liste des Nations Unies comme territoire décolonisé. Il y a eu effectivement 3 référendums, avec un qui est contesté, mais il y a eu 3 référendums. Ce que je veux dire par là, c'est que... 3 référendums où finalement, tout le monde ils ont choisi la République et pas... Je précise, personne ne conteste ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une société fracturée, fragmentée. Il y a une question nationale, il y a une question également d'autonomie. Je rappelle notamment sur la question économique, puisque vous avez la question du nickel, de l'emploi, etc., et de perspectives pour sa jeunesse. Donc, ce que nous disons, nous, c'est que ce qui a été fait, à un moment, je rappelle, après la grotte d'Ouvéa, d'un début de guerre civile, 84-86, c'est un accord qui permettait entre l'État et les 2 parties, les loyalistes et les indépendantistes, d'avancer à chaque fois sur plein de mesures. Il y a eu plein de mesures depuis, mais à chaque fois dans le consensus et la volonté du développement collectif. Et ce que nous disons simplement, c'est que ces derniers mois, et d'ailleurs je rappelle que Mme Baquès, qui était ministre il n'y a pas très longtemps, y a largement contribué, il y a eu une rupture avec cela. Nous demandons simplement le retour à cela. Donc aujourd'hui, concrètement, il faut à la fois la paix sur place, mais des perspectives. Et les perspectives, nous avons écrit au président public pour qu'il y ait une mission qui permette de rassembler le dialogue. l'État, les 2 parties,
pour avancer. Je pense que c'est plutôt ça la réponse, plutôt que de dire rester arc-bouté sur des positions. Oui, Alain Marc, on voit Emmanuel Macron dire qu'en l'absence d'accord, il convoquera tout de même le Congrès avant fin juin sur la révision constitutionnelle. Est-ce que c'est une façon aussi de maintenir la pression? Il ouvre le dialogue, mais aussi il dit attention, sinon il y a le Congrès. C'est probablement une façon de maintenir la pression, mais la démocratie doit s'exprimer. Je crois qu'elle s'est déjà exprimée et qu'on ne peut supporter ces événements qui sont parfaitement intolérables en Nouvelle-Calédonie. Bien évidemment, nos pensées, à tous les trois, vont aux familles des gens qui sont morts, à la famille du gendarme qui était là pour 24 ans de l'escadron de Melun, qui était là pour maintenir l'ordre public. Et je crois que, bien sûr, qu'on peut convoquer le colonialisme, etc., etc. Je crois qu'il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas mon propos, je rappelais les éléments. Ce n'est pas votre propos, je rappelle les éléments. Le contexte... Je rappelle le contexte. Mais il convient de dire que la démocratie s'est exprimée, que nos collègues sénateurs se sont rendus à maintes reprises en Nouvelle-Calédonie, ont discuté et qu'à la fin, on est parvenu, je crois, à un consensus sur le dégel du corps électoral. Et non. Il me semble que les deux assemblées se sont prononcées là-dessus. On n'aura jamais l'unanimité, mais comme elles se sont prononcées, il n'y a pas des néo-calédoniens de seconde zone et d'autres qui ne le seraient pas. Et je crois qu'aujourd'hui... Un cinquième des néo-calédoniens aujourd'hui... Mais ce n'est pas le sujet. Vous dites que Sauf, c'est pas non, le mais sujet. attendez, il faut rappeler à vos téléspectateurs que pour l'élection présidentielle, tous votent. Tout le monde vote, oui, bien sûr. Il ne faut pas faire croire qu'il y aurait un... Non, c'est sur les élections provinciales uniquement parce que c'est là où il y a tous les enjeux de rééquilibrage entre les provinces et les deux partis. Tout le reste, tout le monde vote. Donc faisons pas croire non plus que c'est une zone de non-droit et qu'il n'y a pas le droit qui s'applique là-bas. Aussi, dans ces éléments-là, il faut rappeler. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais je le dis, je rappelle, je l'éclairage. Mais en dehors de tu vois, l'évolution... on se complète. Oui, voilà. En dehors de l'évolution du code électoral, il y a un élément nouveau. L'élément nouveau, ce sont les influences étrangères qui vont chercher à déstabiliser ce territoire. Évidemment, l'influence de la Chine. Elle est peu documentée. Elle est dans une commission, vous présidez. Non, je suis le rapporteur, c'est Dominique de la Votre rapporteur, sur les ingérences étrangères. Et ouais, l'influence de la Chine, elle est là, et c'est une évidence. La deuxième influence, qui est encore plus curieuse, c'est l'Azerbaïdjan, avec une sorte de jumelage d'institutions entre l'Azerbaïdjan et la Nouvelle-Calédonie. Puis troisièmement, évidemment, la Russie. Donc, dans ce contexte, toute faiblesse de la France sera interprétée comme une sorte de capitulation. Et je pense que si on va au bout de cette capitulation, alors là, la situation deviendra irrémédiable. Donc il faut rétablir l'autorité. Je pense que la priorité des priorités, c'est la remise en place des institutions, c'est l'ordre. Et une fois que nous aurons ça... Et sur ça, Étienne Blanc, si je peux me permettre, aujourd'hui, les deux partis, c'est-à-dire la partie loyaliste et la partie indépendantiste, ont fait un communiqué pour... Toutes les forces politiques ont appelé à la paix civile. Donc personne, tout le monde est d'accord là-dessus, ici comme là-bas. Ce n'est pas un débat entre nous. Sur les ingérences, pour un peu traiter cette question, j'ai fait un rapport avec d'autres sur la Nouvelle-Calédonie, et puis sur les ingérences. Les ingérences, bien souvent, elles utilisent un terreau. Ce n'est pas l'ingérence qui fait le problème, c'est qu'elle, dans l'espèce, le groupe de Bakou, il faut aller voir, c'est sur les réseaux sociaux, tout est public. C'est un petit groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent et ils disent, vous voyez, la France colonialiste, etc. Moi, je crois que la démocratie et le consensus est la meilleure arme pour démasquer et rendre, faibles les ingérences étrangères. Je pense que c'est ça, parce que si demain, il y a un accord sur le développement, la suite, un accord de consensus sur la Nouvelle-Calédonie, je crois que et les Russes, et les Chinois, et les Azéris, ils pourront continuer avec leurs tweets, ou etc., ça n'aura aucun effet. C'est là le débat où, quand on combat les ingérences, il y a aussi cet élément-là. Je pense que leur capacité de corruption donne beaucoup d'illusions aux propos que vous venez de tenir. Non, quand je suis allé là-bas, j'ai discuté avec les présidents du Congrès, etc., ils sont très lucides. Ils veulent, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils veulent décider de leur avenir. Rappelons quand même qu'ils n'ont jamais pu décider de leur avenir, je ne parle pas des référendums, mais globalement d'être français à la base, puisque c'est à la base, c'est une colonisation. Ça se le dire à l'époque. Donc aujourd'hui, ils sont français, je n'ai pas de sujet. Mais à un moment donné, ils disent, est-ce qu'on peut aussi avoir la possibilité de choisir notre avenir? C'est ça la question. Et l'avenir doit être, en tout cas de mon point de vue, français.
c'est pas le sujet. Mais je ne crois pas, encore une fois, qu'on doive s'arrêter derrière les ingérences pour dire il y a ce phénomène-là. C'est dans l'ensemble. Et je crois que la démocratie... Moi, je pense que les ingérences créent le désordre. Un mot sur ce communiqué auquel vous avez fait référence, un communiqué et des loyalistes et des indépendantistes. Ils disent aussi, à l'intérieur, certaines formations politiques ou leurs représentants affirment aujourd'hui que des équilibres ont été identifiés, qu'un accord est possible. Quel accord est possible selon vous? Aujourd'hui, il peut y avoir un dégel avec des contreparties. Et attendez, tout le monde sait très bien que le dégel fera partie d'un accord global. Oui. Pour que disent parce que quelles doivent être les contreparties? Non mais Ensemble, c'est un groupe qui est au milieu de tout ça, on va dire, a fait beaucoup de travail avec tout le monde. Qu'est-ce qu'ils nous disent quand vous échangez avec eux? C'est que tout le monde dit oui, il y aura un dégel, mais c'est un accord global. Là, ce qui est reproché, c'est que il n'y a que le dégel acté par le projet de loi. Donc, dans un accord, comme ça a été le cas en 88 ou en 98, il y a plein de choses, dont c'est... Moi, je pense qu'ils sont capables d'avoir un accord, dès lors que l'État les accompagne, ils sont capables d'avoir un accord sur l'avenir. Avec des contreparties de représentation des indépendants. Aujourd'hui, prenons un cas présent, le nickel. Oui. Le nickel, aujourd'hui, c'est une matière qui a permis le développement économique de l'île. Aujourd'hui, le nickel est attaqué très largement, pour le coup, par les Chinois, qui, parce qu'ils sont puissants, fixent le prix sur leur bourse et imposent. On a du mal à faire entrer le nickel en Europe. Et il y a plein de conditions aussi de traitement du nickel néo-calédonien. Bon, mais quand vous dites ça, par exemple, c'est un vrai sujet. Il n'y a toujours pas d'accord sur le pacte nickel. Alors que normalement, ça devait être Bruno Le Maire qui devait le faire. Il n'est toujours pas arrivé. Comment voulez-vous dire aux gens, sur leur avenir économique, il y a 3 usines de nickel et 3 sont dans le rouge? Ça, c'est des vraies questions de fond aussi, parce que ça veut dire de l'emploi derrière. Bon, tout ça, il faut le mettre dans un accord. Il faut en discuter, il faut débattre. Alain Marc. Moi, je crois que la première des choses, c'est de rétablir la paix civile, si tant est qu'il y ait une guerre civile en germe. Je crois que c'est quelque chose de capital. Nous sommes aujourd'hui, la démocratie a parlé, il le faut. Et c'est vrai que ce que disait Étienne est tout à fait vrai. Tout signe autre que celui-ci, que le rétablissement immédiat de la paix, serait vécu comme une capitulation. Il l'a dit, effectivement, on ne peut pas passer par là. Et après, bien évidemment qu'il faut des discussions, travailler dans le domaine social et le domaine de l'emploi, voir quel avenir se dessine pour la Nouvelle-Calédonie. Nous en sommes tous, les uns et les autres, conscients. Mais le préalable, c'est vraiment la paix. Mais ça doit avoir lieu, cela, maintenant, en suspendant le processus de révision constitutionnelle, ou bien ça peut avoir lieu après, selon vous? Mais la date du Congrès, pour l'instant, n'est pas fixée. Oui. S'il faut 2 mois de plus, on va pas, la démocratie... On a entendu le président de la République qui parle de fin juin. On avait compris qu'il voulait desserrer le calendrier. Finalement, ce matin, on nous a plutôt parlé de fin juin. septembre, est-ce que ça change fondamentalement les choses? Oui, qu'est-ce que ça change? Bon, il faut la paix maintenant et la négociation pour aboutir à un consensus. Un dernier mot, Étienne Blanc, là-dessus? Je pense que c'est le dialogue qui nous sortira de cette situation extrêmement compliquée. Mais le dialogue n'est pas incompatible avec le respect des institutions de notre République. Le texte a été voté. Moi, je partage ce que vient de dire Alain Marc, il faut aller au bout. Mais poursuivre ce dialogue et poursuivre cette discussion, vous avez raison. C'est vrai sur le nickel, c'est vrai sur l'emploi, c'est vrai sur toute une série, la formation, etc., sur toute une série de dossiers. Et rien n'empêche de poursuivre ce dialogue. Allez, autre sujet important dans l'actualité qui a également marqué cette séance de questions au gouvernement, le narco-banditisme de plus en plus violent. On en a eu hier une illustration avec cette attaque mortelle d'un fourgon transférant un détenu dans l'Eure. Je rappelle qu'une journée prison morte a été décrétée, qu'un hommage sera rendu aux invalides, aux 2 agents décédés hier. Et eh bien, ce sujet a également été abordé à travers plusieurs questions sur le narcotrafic. Yann, tout à l'heure. Oui, Tam, 2 questions sur le sujet. Je rappelle qu'aussi, hier, il y a un rapport qui a été rendu par la commission spéciale sur le sujet. Le Sénat estime que l'exécutif n'a pas pris la mesure du problème. Il réclame un sursaut urgent, plus de moyens, une meilleure coopération entre tous les acteurs et un changement dans le code pénal. Alors, le président de cette commission spéciale, le socialiste Jérôme Durain, s'est interrogé sur le lien entre ce constat, le constat de leur rapport, et puis le drame qui s'est passé hier dans l'Eure. Vous l'avez dit, 2 agents pénitentiaires tués. Écoutez. Le drame qui s'est produit hier dans l'Eure a profondément ému la représentation nationale. Je veux exprimer au nom de mon groupe nos sincères condoléances aux familles, aux proches des agents blessés ou sauvagement assassinés. Avec toute la prudence qui convient, il est difficile de ne pas relier ces faits au constat que notre commission d'enquête sur le narcotrafic a formulé hier.
Alors, y a-t-il un lien entre ce drame et l'ampleur du narcotrafic en France? Eh bien, pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ça ne fait aucun doute. Monsieur le sénateur Durin, vous mettez de la prudence dans la liaison qu'il y a entre l'attaque ignoble qui s'est passée au péage de l'Eure et le narcotrafic. Je ne mets pas de prudence, il y a un lien, c'est une évidence. D'abord parce que c'est un narcotrafiquant qui avait été arrêté par la police de notre pays alors qu'il avait commencé sa carrière, si j'ose dire, de criminel dès l'âge de 10 ans et qu'il était responsable manifestement, c'est pour ça qu'il avait passé par 2 fois aux assises, de commanditaire de meurtre à Marseille, là où justement la police et la justice font un travail formidable et, vous le savez, très difficile. Et le ministre de l'Intérieur l'a reconnu, je cite, « Nous devons faire 100 fois plus ». Vous savez, le gouvernement multiplie depuis plusieurs semaines les opérations Place Net XXL dans plusieurs villes de France. Et il ajoute que le problème est bien plus large. Le monde entier doit faire un effort. Merci beaucoup Yann pour toutes ces explications. On va rejoindre Quentin Calmet dans la salle des conférences. Quentin, vous vous trouvez avec la sénatrice de Martinique, Catherine Conconne, membre de la commission d'enquête sénatoriale, et pour parler notamment de cette situation du narcotrafic, notamment en Outre-mer. Oui, bonjour Madame la sénatrice, bonjour. Bienvenue à ce micro. Est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous faites le lien entre ce qui s'est passé hier dans l'Eure et votre rapport que vous avez publié le même jour? Oui, mes premiers mots vont aux familles, aux collègues, une émotion aux très proches forte aujourd'hui, de ces agents qui prennent des risques tous les jours. J'ai une forte pensée pour ceux qui travaillent dans mon pays, la Martinique, à la prison de Champigny-à-Ducos, qui eux aussi sont confrontés à des prisonniers violents très souvent et le payent très cher, parfois dans leur chair et dans leur estime et dans leur dignité. Ouais. Donc oui, il y a certainement un lien. Certainement un lien. Le rapport que nous avons produit et tout le travail que nous avons mené pendant ces 6 derniers mois, qui a été un travail très dense, nous a montré le lien très fort qui existe entre cette violence démesurée, cette volonté d'aller au bout et le narcotrafic. Avec, oui, un point particulier qui vous inquiète, c'est l'abandon de certains territoires des Outre-mer face aussi à cette énorme déferlante comme la cocaïne, par exemple. Oui, il faut faire mieux. Il faut aujourd'hui sortir du déni et comprendre que nous sommes face à une déferlante, comme vous l'avez dit, que nous sommes face à une vague de submersion. On a trouvé le terme qui est une espèce de tsunami blanc et qui gangrène nos sociétés à tous les niveaux, Donc aujourd'hui, il faut absolument adapter les moyens et faire la guerre à ce trafic. Mais il faut que l'État sorte les moyens qu'il faut. Il faut que l'État prenne conscience de l'ampleur du phénomène et qu'on puisse franchir des pas importants quant aux moyens à sortir, des moyens pour la justice, des moyens pour la police, mais aussi pour la douane et tous les services d'enquête. À lire dans le rapport Choc sénatorial, 35 recommandations comme celle d'un parquet national dédié à la lutte contre le narcotrafic, un grand office de lutte sur le modèle américain et aussi des modifications de la procédure pénale. Tout cela, ça implique une nouvelle grande loi, vous le dites. Très certainement une nouvelle grande loi, mais aussi des règlements qu'il faut adapter à ce narcotrafic qui prend une ampleur considérable, mais qui aussi trouve tous les moyens de contourner les règles et les lois existantes en allant très loin dans l'intelligence artificielle, en allant très loin dans les moyens de communication. Donc il faut effectivement de tous les jours la livraison de la drogue, que l'État ait le coup d'avance, voit venir les choses, mais on ne pourra pas le faire si on ne change pas de braquet en termes de moyens. Pour parler de nos régions, c'est important. On a toujours considéré très certainement que nos pays étaient des zones de rebond pour la cocaïne, parce que c'est surtout de ça qu'on parle, des zones de rebond pour la cocaïne. Non, nous ne sommes plus que des zones de rebond. Certes, nous avons un transit important qui vient de l'Amérique latine le plus souvent, transite chez nous et repart vers l'Europe. Mais la cocaïne, le narcotrafic gangrène aujourd'hui le quotidien des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais, avec une délinquance de plus en plus violente, avec une infiltration de moyens de blanchiment d'argent et parce que aujourd'hui, ce narcotrafic s'est installé durablement dans notre société et fait des dégâts extrêmement importants. Eh bien, merci. On a entendu votre appel, votre message très fort à Catherine Conconne au micro de Public Sénat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Voilà, Catherine Conconne qui racontait ce narcotrafic qui est infiltré partout en Outre-mer. Il s'est infiltré
partout tout court. Étienne Blanc, vous êtes rapporteur de cette commission d'enquête. Vous avez aussi tout à l'heure interpellé le gouvernement sur le sujet des saisies. On a entendu Catherine Conconne qui dit qu'il faut des moyens. Eh bien, il faut les trouver là où ils sont. Vous dites entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du narcotrafic en France, c'est entre 3,5 milliards et 6 milliards. Et on saisit 100 millions d'euros, 117 exactement, d'avoirs criminels. Donc il y a un gap, il y a une différence, donc il y a des marges de manœuvre énormes. Et ce que j'aurais attendu du gouvernement, c'était ça, c'était comment on va s'y prendre. Alors, il y a une loi sur les saisies qui fait l'objet d'une commission mixte paritaire, je crois, actuellement. Et donc il y a des textes, il y a des évolutions, mais ce n'est pas la dimension du problème. On a là un gisement qui nous permet de faire face aux moyens que demande la douane. Nous sommes allés, nous avons écouté un certain nombre d'élus et des services qui protègent les îles Caraïbes. Mais ils ont besoin de vedettes, ils ont besoin d'hélicoptères, ils ont besoin de moyens très très lourds. Donc, les moyens sont là. Les moyens, ils sont là. Nous ne sommes pas un peu démunis. Vous pouvez saisir pour vous donner les moyens. C'est ce qu'ont fait les Italiens sur la mafia. Ils ont saisi. Donc il faut des textes nouveaux. Par exemple, une injonction que vous donnez à une personne. Elle est prise dans un trafic. Vous lui faites injonction de justifier de l'origine de son patrimoine. Elle n'y parvient pas. Il y a une sanction pénale et vous confisquez le patrimoine. Sans question de proportionnalité. Alors bien sûr que c'est lourd, bien sûr que c'est violent, mais vous avez là des réponses. Et les narcotrafiquants ont constitué un patrimoine considérable, parce que ces 3 à 6 milliards, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années et des années. Donc, ils ont été placés dans des entreprises, ils ont été placés dans l'immobilier. 3 milliards collectés dans les années 90, mais c'est 15 d'aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se donne ces moyens-là. Voilà. Et je trouve que la réponse qui m'a été faite, c'était sans commune. Ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Voilà. Oui. Vous allez sans doute avoir encore des relations avec le gouvernement, avant notamment un projet de loi qu'on attend à l'automne. Alors, on rencontrera des représentants du gouvernement dans les semaines qui viennent pour expliquer. Notamment le garde des Sceaux la semaine prochaine, mardi. Le ministre de l'Intérieur. J'espère que le président de la République s'intéressera à ce dossier, parce qu'il y a une question d'intérêt national. Compte tenu de ce qui est en train de se passer, c'est un sujet maintenant qui dépasse le périmètre ministériel. Oui, Alain Marc, on a vu le gouvernement montrer les muscles à travers des opérations PlaceNet XXL. La commission d'enquête sénatoriale est assez sévère sur l'absence de résultats finalement de ce type d'opérations qu'il faut sans doute faire, mais qui sont très largement insuffisantes par rapport à ce qu'est aujourd'hui le narcotrafic en France. Le phénomène est national, il est international, il est mondial. Moi, je crois qu'il faut aussi, bien évidemment, à côté des mesures que propose le rapport dont Étienne se faisait l'écho tout à l'heure, il faut se poser aussi la question des consommateurs. Chaque fois que quelqu'un consomme de la drogue, quelque part, il est responsable aussi peut-être de ce qui est arrivé, notamment hier, pour ces surveillants pénitentiaires. Je crois que c'est quelque chose d'important. Donc sanctionner le consommateur, si on sanctionne le consommateur, des campagnes de prévention. Mais si on l'éduque, bien sûr. C'est quelque chose de capital. Si on tarit la consommation, il est évident qu'on va tarir le narcotrafic. Il me semble qu'il faudrait aussi cette dimension-là. Or, on ne s'y attaque que très peu. Et je crois que rendre responsables les gens qui consomment de la drogue, leur dire, écoutez, quand vous faites cela, eh bien, quelque part, vous êtes un petit peu des criminels aussi. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il me semble qu'il faudrait aussi que cet aspect-là ne soit pas éludé. Vous avez choisi de ne pas trop aborder le sujet de la consommation, le sujet aussi de la légalisation, de la prohibition. Notre périmètre, c'était le narcotrafic. Rachid Temal, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce rapport qui décrit une France qui est sur un point de bascule quand même. Nous ne sommes pas un narco-État, mais l'état de droit est de plus en plus en difficulté et sans doute que ce que l'on a vu hier en est l'illustration face à la puissance des réseaux criminels associés au narcotrafic. Alors, deux choses. D'abord, la première chose, moi je salue le travail qui a été fait par Étienne Blanc en tant que rapporteur et Jérôme Djé en tant que président de la commission d'enquête, parce que parfois on se demande à quoi sert le Parlement. Pour le coup là, c'est un rapport, je crois, qui fait peur quand on le lit, mais qui est totalement la réalité. Ça, il faut le rappeler quand même. Deuxième chose, moi ce que j'ai bien aimé dans le rapport, c'est que ce qu'évoquait vous évoquiez tout à l'heure tous les deux dans vos questions, c'est qu'il faut traiter aussi le problème par le haut. Oui, effectivement, le haut du spectre, parce que j'entends sur les consommateurs, mais quand même,
ceux qui sont en capacité de faire rentrer des tonnes et des tonnes dans notre pays, via parfois des territoires d'outre-mer, mais sur le territoire national, enfin sur le territoire hexagonal, pardon, il faut des capacités de le faire. Donc si on ne va pas là, on pourra toujours être en bas. Il faut en bas, effectivement, condamner, arrêter, etc. Mais il faut en haut, comment les gens font rentrer des tonnes de... Voilà, et puis derrière ça, ont un commerce qui permet d'avoir une vie... qui parfois finance d'autres choses par ailleurs, notamment, parfois il y a un peu de terreau, parfois... Bon, voilà. Bon. Donc, moi je pense qu'il faut maintenant l'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est fait, qui dresse une situation, qui fait des préconisations, notamment une idée à la française, ce travail par le haut pour casser... Parce que la vérité, c'est qu'il faut casser, effectivement, comme on dit, les pattes, les reins, je ne sais pas comment on dit, aux narcotrafiquants. Parce que le vrai sujet, les suicides, c'est comment des gens sont capables de faire entrer des quantités astronomiques dans notre pays, et qui touchent tout le territoire ultramarin et hexagonal, mais également les villes et les campagnes. Puisque bien souvent, c'est les quartiers, etc. Là aussi, je crois que ça aussi fait tomber cette histoire qu'on raconte, les quartiers. Je vous rappelle qu'il faut que ça arrive jusqu'au quartier. Donc c'est bien, il y a des quantités qui arrivent. Donc moi, je trouve que c'est un très bon rapport. Et effectivement, comme Étienne Blanc, j'espère maintenant que le gouvernement va se saisir de cela, parce que quand le ministre de l'Intérieur dit « on fait déjà », alors on n'a pas lu le rapport. Je pense que maintenant, il faut vraiment s'y mettre les moyens. Et là aussi, dire « on prend l'argent pour financer achat de hors-bord, etc., c'est une bonne méthode. Allez, le mot de la fin, Étienne Blanc, il nous reste 30 secondes. Vous l'attendez au tournant, le gouvernement, les ministres C'est ce rapport. D'abord, il fait un inventaire de la situation. Ensuite, il traduit les faiblesses de nos dispositifs. Et troisièmement, il propose des mesures. Et il se place dans un contexte qui est évidemment un contexte d'inquiétude. Si nous ne faisons pas attention, on ne peut pas dire qu'on deviendra un narco-État, mais toute une série de clignotants s'allument, la corruption, l'importance, la violence et l'importance des moyens financiers. Notre rapport, c'est un signal d'alarme puissant et on a la possibilité d'éteindre ce signal d'alarme en prenant les mesures essentielles. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement.